La nuit aura été longue au siège du parti Les Démocrates d'hier à ce matin et toujours la fumée blanche qui est attendue. Les militants de ce parti, en tout cas, sont noyés dans les conciliabules, les négociations et les concessions. On fera le débat tout à l'heure en tenant compte bien évidemment des différentes évolutions contenues par le sujet à l'ordre du jour au sein donc du parti, l'heure fixée hier à 9 heures. Les militants de ce parti ont discuté ce matin sur des notes d'incertitude. On en parlera. Et puis lors de la page invitée, je recevrai par ici au téléphone le maire de la commune de Banté. Comme l'enfagement se prononcera sur deux sujets notamment, les sujets liés au développement de la commune de Banté, l'accès à l'eau potable, la question de l'école. Il en dira deux mots et puis il se prononcera sur l'actualité politique nationale. Je dois rappeler que le maire comme l'enfagement est militant du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Il nous dira deux mots au sujet du choix du duo au niveau de ce parti. Depuis on connaît le colistier de Paul Humpé. Il nous dira ce qu'il en pense. Il dira aussi deux mots au sujet de l'actualité politique au plan national, le choix du duo de la mouvance, les sujets liés justement au développement au plan national. Nous sommes toujours au mois d'octobre et quand on parle d'octobre, on pense au cancer du sein. Il y a une initiative destinée à lutter contre le mal et c'est une marche mobilisée par Pamela Dalmeda. Esther Tofa passera par ici, Madame Santé, pour nous dire deux mots au sujet justement de cette initiative engagée par une citoyenne pour maintenant mobiliser les attentions et les énergies autour donc de cette lutte. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. Voici Fraternité. Après le dépôt de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2026, le duo Wada Intalata reçoit son récépissé provisoire. Les appréciations des responsables des partis politiques de la majorité présidentielle. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Nigeria-Bénin, les Guépards à 90 minutes d'écrire l'histoire. Distinction honorifique à l'Assemblée nationale, Louis Lavonon, leader d'excellence et meilleur président d'institution de délivrance de services publics, zoom sur les premiers résultats du programme Gouvernance Plus. Voici Jack Batar, élection présidentielle de 2026. Le duo candidat Wadani obtient son récépissé provisoire. Le quotidien La Primeur présidentielle de 2026, le duo Wadain Talata dépose son dossier à la Sénat. L'investigateur, tribune de chat, le temps, l'architecte invisible de nos destinées. Décryptage info, présidentielle de 2026, le leader FCB mise sur la jeunesse. Le matinal, pour continuer, imbroglio dans le choix du duo chez les LD, la justice autorise le député Sodjinou à retirer son parrainage. L'événement du jour, brouille au sein du parti Les Démocrates. Il y a eu sommet de restituer la fiche de parrainage du député Sodjinou. Le matin lié au présidentiel de 2026, les démocrates, le consensus vole en éclats, saisi. La justice donne raison à Sodjinou. Aucune certitude à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers. Le leader du jour présidentiel d'avril 2026, le duo Wada Intalata, dépose officiellement sa candidature à la Sénat. Dabarou, dans la ferveur populaire, Wada Intalata a déposé son dossier à la Sénat. L'informateur présidentiel de 2026, le duo Wada Intalata a déposé ses dossiers. Nous sommes avec le quotidien La Boussole, présidentiel de 2026. Les démocrates tranchent enfin. Lettre ouverte, dépôt de dossier pour la présidentielle de 2026, mobilisation massive autour du duo Wada Intalata à la Sénat. Et voici Fraternité pour la deuxième lecture. Après le dépôt de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2026,
Le duo Wadaïn Talata reçoit son récépissé provisoire, les appréciations des responsables des partis politiques, la majorité présidentielle. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Nigeria-Bénin, les Guépards à 90 minutes d'écrire l'histoire. Distinction honorifique à l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, leader d'excellence et meilleur président d'institution. Gouvernance des services publics, délivrance, des services publics, Zoom sur les premiers résultats du programme Gouvernance Plus. Et bien, comme la technique m'a trahi, vous pouvez déjà deviner qu'il y a un article qui pourrait vous intéresser dans la colonne de fraternité, notamment à la page 3. Il s'agit justement du dépôt, l'ambiance qui a prévalu lors du dépôt de dossier de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Wada Italata a reçu son récépissé provisoire d'après le quotidien Fraternité qui revient sur l'ambiance qui a prévalu lors donc du dépôt de ce dossier de candidature. Vous pourriez aller à la page 9 si vous êtes intéressé par d'autres actualités en dehors du Bénin, à Madagascar notamment. Andry Rajoelina, le président qui est venu au pouvoir par les rues, est parti visiblement aussi par les rues puisque le président n'est plus sur le territoire malgache et depuis l'étranger il a délivré un message. En tout cas, Fraternité revient sur l'ensemble de ces différentes précisions liées à cette forte actualité au niveau de cette île. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est partie la crise? Le journal revient sur l'ensemble de ces éléments. Et puis l'autre actualité qui devrait retenir votre attention tout au long de la journée, en tout cas jusqu'à 17h, c'est le match Nigeria-Bénin, match retour comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards qui sont leaders du groupe ont besoin impérativement d'une victoire, en tout cas pour éviter tout calcul et tout suspense. Vous verrez bien au-delà donc de ce schéma qui pourrait offrir les portes du mondial aux 11 nationales béninois, quels sont les autres qui existent qui pourraient leur donner la chance de goûter pour une fois à la compétition mondiale. En tout cas, on reviendra là-dessus certainement puisque le match est à 17h aujourd'hui. Candidat Hungaton nous donne rendez-vous tout à l'heure lors du bulletin des informations sportives. Il nous donnera aussi son opinion. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe au bulletin de l'information ce matin avec Florence Bossa à la présentation. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Dans les titres du bulletin que vous aurez à nous présenter ce matin, le duo de la majorité au pouvoir, Wadaï Talata, qui a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de 2026. Leur opération d'enregistrement de déclaration de candidature s'est effectuée avec succès hier. Les partis politiques de la mouvance qu'il porte étaient avec le duo candidat à la Sénat. Et puis Conrad Baguidi qui reçoit son homologue belge. Professeur Benoît Beyenet était au cabinet du président du Conseil économique et social du Bénin. Une audience de civilité entre les responsables d'institutions qui se connaissent mieux grâce à leur frontière mondiale. Dans la francophonie, on vous dira deux mots. Voici le bulletin. Le duo candidat de la majorité présidentielle a fait enregistrer ce 13 octobre ces dossiers de déclaration de candidature, Florence. Oui, les conseillers et cadres de la Sénat ont accueilli Romuald Wadaye et Mariam Chabi Talata. Ils ont passé les différentes étapes de la procédure de dépôt des dossiers. Reportage. Une déclaration de candidature à l'allure d'une campagne électorale. C'est du moins l'ambiance qui a prévalu ce lundi 13 octobre 2025 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Escorté par des motards et accueilli en triomphe par une impressionnante foule réunie à l'entrée du siège de la Sénat, le duo Romuald Wadaye et Mariam Talata reçoit les civilités des responsables de l'institution chargée d'organiser les élections. Les deux candidats sont ensuite conduits vers la salle d'enrôlement pour les formalités requises pour la circonstance. Au terme des formalités, le duo ressort de la salle d'enregistrement de la Sénat, accompagné du président de l'institution, qui officiellement remet le récépissé provisoire d'enregistrement de candidature. C'est d'ailleurs la toute première candidature enregistrée par la Sénat pour le compte de la présidentielle 2026.
La Sénat vient de recevoir votre dossier conformément à la loi. À cette étape, nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire que j'ai le plaisir de vous remettre. Collé à ce récépissé, nous avons une fiche de complétude des documents que vous avez signés. Voilà le contenu de cette enveloppe. Je vous souhaite félicitations et je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci. La Sénat a fini à cette étape-là avec vous. Pas de déclaration au niveau des deux candidats. Ils s'en remettent aux 4 formations politiques de la majorité présidentielle qui les ont investis. Et pendant ce temps, Romuald Wadagni et Mariam Talata vont à la rencontre de leurs militants et sympathisants réunis devant la Sénat. Un bain de foule qui augure d'une campagne électorale électrique. À présent, le président du Conseil économique et social a reçu en audience hier le président du Conseil central de l'économie belge, l'équivalent du Conseil économique et social en République du Bénin. Professeur Benoît Beyenet était en visite de courtoisie, s'acquittant d'une promesse faite à Conrad Guaguidi à l'occasion de son élection comme vice-président de l'Association mondiale francophone des conseils économiques et sociaux. Voici un bout de ce qu'il a dit à sa sortie d'audience. Donc quand j'ai été élu premier vice-président de l'UCEVIF, j'avais promis à votre président que je viendrais lui rendre visite, et donc j'ai profité d'une opportunité ici à l'université et d'un colloque qui est organisé ici à Cotonou pour dire officiellement bonjour à mon collègue président du Conseil économique et social du Bénin et commencer à développer des partenariats entre la Belgique et le Bénin au niveau des conseils économiques. Donc aujourd'hui, je vais participer à une séance du Conseil économique et social et je participerai cet après-midi à une séance très importante puisque, si j'ai bien compris, on va finaliser un rapport sur le développement des coopératives et des coopératives au Bénin, donc un rapport qui devrait être remis au président de la République. Et donc je vais apporter une petite contribution en apportant, entre guillemets, l'expérience belge du volet coopératif et du volet coopératif dans les institutions financières que je connais particulièrement bien. Toujours dans la matinée du lundi 13 octobre 2025, le président du Conseil économique et social a reçu les cadres du ministère de l'économie et des finances. La délégation a été conduite par le directeur du cabinet du dit ministère pour présenter aux membres du CES le projet de loi finance exercice 2026. Je vous invite à suivre à présent au micro de Virgile Rodillon et Elvis Tonoucoin un bout de la déclaration de Conrad Guaguidi à l'occasion de cette présentation. Nous venons ainsi d'échanger avec le directeur du cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération. Au cours de cet exercice très important, nous avons pu nous imprégner du contenu de la loi de finances gestion 2026. Nous apporterons nos contributions et suggestions pour que la mise en œuvre de cette loi se déroule avec efficacité et efficience afin d'offrir véritablement à notre pays non seulement une occasion exceptionnelle de consolidation des performances économiques obtenues depuis ces dernières années, mais aussi et surtout une amélioration quantitative et qualitative de la situation sociale des populations, notamment des couches les plus vulnérables. Je voudrais pour finir une fois encore remercier Monsieur le directeur de cabinet et les cadres qui l'accompagnent pour leur disponibilité, la qualité de la présentation et la précision des réponses apportées aux préoccupations exprimées ici par mes collègues conseillers du Conseil économique et social. Je tiens à vous rassurer que le Conseil économique et social jouera sa pleine partition afin que la loi des finances pour la gestion 2026 soit un reflet de la concrétisation des ambitions de développement inclusif au service du bien-être de nos populations.
Revivons la fin finale du tournoi international dénommé Trophée des Académies tenu à Cotonou du 8 au 12 octobre 2025. La finale disputée le dimanche dernier marque la fin d'une compétition de football dédiée cette année aux jeunes talents du continent entre 4 académies d'Afrique et 2 clubs de France. C'est une initiative portée par Canal Plus International. Voici les précisions au stade de l'Amitié Général Mathieu Kéréko. Mais on est des compétiteurs et on forme des compétiteurs. Donc on vient pour gagner. L'objectif était clair avant cette deuxième édition du Trophée des Académies pour les jeunes du centre de formation du Toulouse FC. Ils sont venus cette année à Cotonou pour faire mieux qu'en 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Objectif atteint et ils s'adjugent le Graal de la compétition. Une entame de compétition sereine face aux représentants béninois de l'USS Kraké et la suite a été pratiquement sans anicroche pour les jeunes du TFC. En finale face à leurs homologues de Dauphine du Cameroun, ils déroulent en maîtrise totale grâce à une solidité défensive assise et un gardien de but qui est resté vigilant devant sa cage. Ils trouvent le chemin des filets à la 36e minute de jeu sur corner avant de faire le break à la 53e minute de jeu sur une perte de balle de l'adversaire. 2-0 au coup de sifflet final qui permet à Toulouse FC de succéder à Dakar Sacré-Cœur, vainqueur de la première édition. On a eu des matchs plutôt compliqués. Là, contre Dauphine, c'est une équipe qui nous a mis en difficulté parce qu'on est ressorti lors du premier match. Et là aussi, on a eu un peu de mal. Mais on a réussi à ne pas prendre de but et à en marquer 2. Du coup, on est très content d'avoir remporté ce match. Cette deuxième édition du Trophée des Académies a une nouvelle fois permis de voir les jeunes pépites à l'œuvre et cette fois-ci sur les installations du stade général Mathieu Kéréko à Cotonou. Une compétition qui se veut une vitrine de promotion des jeunes talents, essentiellement du continent, qui se termine sous de bons auspices. On a été magnifiquement accueillis à Cotonou, les infrastructures, la pelouse du stade de l'Amitié sur lequel nous sommes a été un magnifique écrin pour les 6 équipes qui étaient qualifiées. On a été chercher donc 4 académies sur le continent africain, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Cameroun pour affronter 2 équipes de Ligue 1 française. Donc je pense que le niveau de cette deuxième édition était très très relevé et on a vu que des matchs avec un niveau sur les jeunes footballeurs qui m'ont vraiment impressionné. De belles équipes, de beaux collectifs et aussi des belles individualités. On a aussi assisté à une belle finale entre Dauphine et Toulouse. On a un bon vainqueur et franchement on a un bilan très très positif de ce tournoi des académies cette année. Apothéose de la Ligue 1 McDonald's Trophée des Académies 2025 à Cotonou. Les yeux sont désormais rivés vers la prochaine édition avec des promesses de futures stars du continent en pleine progression. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous aurez à suivre justement l'actualité des sports avec Candide Ronreto qui reviendra par ici. Et bien sûr, cette actualité majeure à travers le continent, il s'agit justement la 10e journée de qualificatif du Mondial 2026. On aura à dire, mettons 2 mots à ce propos. Mais avant, voici l'invité au téléphone. Notre invité au téléphone, eh bien, c'est le maire de la commune de Banté, M. Komlan Fagbemi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Monsieur le maire, une première question tout de suite. Cela fait quand même un peu plus d'1 mois que l'école a rouvert ses portes sur l'ensemble du territoire national. Quel point peut-on faire justement de cette rentrée depuis lors sur le territoire communal de Banté? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier tous les téléspectateurs du canal Fagbemi. Souhaiter bonne chance à tous les autorités pour tout ce que nous faisons, chacun dans son secteur d'activité. Pour revenir à votre question, je voudrais constater avec vous qu'effectivement la rentrée des classes a démarré dans toutes les communes du Bénin
Et la commune de Bande fait également constater la reprise de ces activités-là sur l'ensemble donc du territoire. Les acteurs du système éducatif se sont mobilisés, les membres du corps d'encadrement, les réseaux d'animation pédagogique, toutes les activités ont repris et puis les classes sont parfaitement ouvertes. Le seul centre que nous avons, le centre de formation professionnelle d'Agoua également, a repris ses activités et donc nous avons fait le tour, nous avons constaté effectivement qu'il y a des choses à mettre à jour, notamment certaines salles de classe, l'insuffisance de tabac, également certains petits points à régler pour offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et à l'ensemble des acteurs. Et au niveau donc communal, nous avons participé donc à mettre en place ces équipements pour offrir de bonnes conditions de travail à nos apprenants. Et donc la rentrée est effective chez nous à Banté. C'est vrai qu'on a eu au début, en tout cas, puisque nous sommes en train de sortir de la grande saison de pluie, quelques cas de salles de coiffée et autres. Comment est-ce qu'on se débrouille dans ce contexte-là, monsieur le maire, sur le territoire communal? Oui, pour ce qui concerne les salles de classe de coiffée, vous allez voir que il y a des collèges, des collèges qui sont concernés. Et dans la classification des communes, le budget communal, il y a certains fonds qui ne sont pas éligibles, qu'on doit injecter directement au niveau des CEG. Mais nous, notre rôle, c'est de relayer les informations, de faire le plaidoyer au niveau donc de l'État central et également d'autres partenaires de la commune pour que ces réflexions ces salles soient réflexionnées. Et donc, c'est ce qui a été fait à Pira, par exemple. Le problème était créé au CG Pira. Le plaidoyer a consisté donc à relayer l'information et je crois que l'État central automatiquement a mis en place un programme d'urgence pour réflexionner entièrement ces salles de classe. Au niveau des écoles primaires, nous avons réflexionné quelques-unes. Les autres qui sont dont les dépenses sont d'une certaine grandeur ont été donc replanifiées rapidement et ces salles de classe dans le collectif budgétaire ont été prises en compte pour être réflexionnées pour que véritablement les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Monsieur le maire, une autre question en dehors de l'école. Bien évidemment, la commune de Banté est traversée de part en part et au quotidien par les bus de transport en commun qui provoquent de nombreux cas d'accidents. Le dernier cas en date, on se rappelle une petite fille qui a été percutée, qui a perdu la vie au milieu donc de la commune. Quelles sont les dispositions que le conseil communal prend pour quand même aider ces bus-là à observer, ne serait-ce que, je dois dire, le code de la route quand ils traversent votre commune? Très bien, je pense que c'est effectif. La question de la récurrence des cas d'accident, notamment les bus et les camions citernes également, qui traversent la commune avec une vitesse hors norme, ce qui est parfois donc source d'accidents parfois mortels. Et donc à ce sujet, le Conseil a pris des dispositions. Nous avons érigé des chicanes, et bien entendu avec l'aide également de nos partenaires au niveau local et international. Nous avons entrepris des actions pour contraindre les usagers de la route, notamment la couche cyclité là, à faire preuve de prudence et à limiter notamment les vitesses quand ils sont dans les agglomérations, notamment au niveau de nos arrondissements. Il y a des virages dangereux. Très dangereux dans la commune. Que nous avons sur la voie. Donc nous avons organisé les conseils d'arrondissement à procéder au nettoyage systématique donc, de ces virages-là. Pour que la visibilité, parfois, c'est aussi ça l'une des causes. Le trottoir est encombré par les herbes, il y a des arbres dont les feuillages
ont tendance à couvrir la voie et autres, et ça empêche la visibilité. Et donc, nous avons sensibilisé les populations, notamment les conseils d'arrondissement, à l'effet donc d'élaguer les arbres, de faire le nettoyage nécessaire pour offrir une parfaite visibilité aux usagers de la route, notamment au niveau des virages dangereux. Donc, c'est ce qui a été fait. Monsieur Fagbemont, on va parler politique, si vous le permettez. On change donc de sujet. Et je dois rappeler que vous êtes quand même d'obédience de l'opposition. Vous êtes précisément membre du parti Force Kori pour un Bénin émergent. L'actualité au Bénin, c'est la constitution des duos pour la présidentielle de 2026. Et votre parti qui a désigné quand même son secrétaire exécutif national pour porter les couleurs du parti à la compétition présidentielle prochaine. Qu'est-ce qui a bien pu déterminer le choix de Paul Rompouet alors qu'il avait déjà été colistier, notamment pour la présidentielle de 2021? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons, au niveau de notre parti, la Force Kori pour un Bénin émergent. Oui. Depuis 2020, nous avons préparé à toutes les compétitions électorales. Parce que quand vous êtes parti politique, vous ne vous rassemblez pas pour amuser la galerie. Oui, c'est clair. On se constitue en parti politique pour chercher à conquérir le pouvoir d'État, qu'il soit le pouvoir d'État au niveau local, au niveau législatif, et puis le pouvoir présidentiel. Central. Oui. Et donc, nous créons toutes les dispositions pour répondre présent à ces échéances-là. Et donc, les échéances de 2026 ne sont pas épargnées, ne seront pas épargnées. Donc, nous avons pris toutes les dispositions. Les instances du parti s'animent très bien. Et nous avons d'abord observé les cadres que nous avons au niveau de notre parti. Et quand on fait le point, plusieurs séances au niveau donc des instances du parti, notamment le bureau politique auquel j'appartiens, également le bureau exécutif national, nous avons analysé les profils des uns et des autres et nous avons pu constater qu'il y a plusieurs personnalités qu'on pouvait choisir, mais nous avons porté notre choix sur le secrétaire exécutif national, M. Paul Rompouet, pour porter le flambeau du parti aux élections présidentielles 2026. Quels sont les atouts que les éléments sur lesquels nous nous sommes appréhensibles? Oui, qu'est-ce que le parti a pu quand même voir en lui pour le désigner? Oui, c'est ça justement, il voulait aborder. Les atouts de l'homme, c'est que d'abord, quand on dit Paul Rompouet, beaucoup ne savent pas. Paul Rompouet a été déjà maire, il a été maire de Bopa. Maire de Bopa, oui. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à la chose politique, notamment électorale. Il a dirigé la commune de Bopa et il a fait montre quand même d'un bon leadership à la tête de cette commune-là. Et c'est ce qui lui a valu même cette promotion au poste de ministre. Il a été ministre dans le gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui connaît les questions de gouvernance et qui maîtrise les réalités du pays, parce qu'il a participé déjà d'une manière ou d'une autre à la gestion du pays au niveau donc des gouvernements passés. Également, quand vous observez Paul Rompouet, c'est un monsieur qui est profondément attaché à la paix dans notre pays. Son attachement à la paix, parce que quand vous êtes parti politique, vous ne pouvez pas diriger les hommes s'ils ne sont pas dans un climat de paix. Et si les idéaux que vous portez sont en contradiction avec les valeurs républicaines, alors là, vous n'êtes pas qualifié pour diriger les hommes. Donc, de son statut d'ancien ministre, des valeurs qu'il porte, et la parfaite connaissance qu'il a d'abord du parti et des différentes personnalités du parti, et le leadership dont il fait montre au niveau donc de la haute direction du parti, nous pensons qu'il est le profil adéquat. Également, le parti
sous son leadership, a mis en place un projet politique. Un projet politique dont il est l'acteur majeur. L'acteur majeur, le projet politique que nous allons présenter aux Béninois pour leur montrer quand même qu'au niveau de la force Kouroukoun Bénin émergent, l'alternative la mieux indiquée, c'est avec le parti Force Kouroukoun. Il est le dépositaire donc, de cette action politique, de ce projet politique-là. Nous avons juste apporté quelques touches. Je pense que de l'est à l'ouest et du nord au sud, nous nous préparons à offrir donc ce projet-là aux Béninois afin de bâtir avec un nouveau contrat social d'espoir et d'espérance. J'ai l'impression que c'est la galère que partagent les partis de l'opposition, hein, puisque FCBE se réclame de l'opposition justement. La galère dont je parle, c'est la détermination du duo, puisque le parti FCBE a eu du mal aussi justement à se trouver le colistier de Paul Ronquois. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire? Non, du tout pas. Pas de difficulté. Contrairement à ce qu'on peut, à ce qui circule dans l'opinion, au niveau des autres partis, le parti Force Kouroukoun Bénin émergent a plusieurs prétendants d'ailleurs au poste de policier, mais les instances du parti est réellement tranché. Je crois qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui à 0h au plus tard, mais ça viendra un peu plus tôt. C'est de façon très élevée, sans toute la prise avant de gazer dans le colistier de Port-Ronquois. C'est ça. Nous n'avons pas de difficulté pour dégager ce colistier. Ah oui, on a quand même eu deux reports successifs et le nom n'était toujours pas sorti, monsieur le maire. Tout ça, c'est à mettre dans le... Tout ça, c'est des stratégies politiques pour mieux préparer l'apparition de ce duo. Ce n'est pas une difficulté qui est liée à ça. C'est des stratégies politiques pour mieux peaufiner l'action. Oui. Et voilà. En tout cas, aux dernières nouvelles, le nom a été dévoilé. Et je crois que dans la journée, en tout cas, comme vous l'aviez annoncé, on aura de plus en plus d'informations sur la constitution de ce ticket duo au nom du parti FCBE pour la présidentielle de 2026. Mais avant cela, d'autres actualités ont marqué la vie du parti. Le secrétaire exécutif national qui, au nom de votre parti, est allé signer des accords politiques avec les partis de la mouvance. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cohabitation malsaine que d'un parti politique de l'opposition aille signer des accords politiques avec la mouvance, monsieur le maire? Monsieur le journaliste, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui allait signer les accords. Il a signé au nom du parti. Voilà, je voudrais dire que ce n'est pas le secrétaire exécutif qui s'est levé de son propre chef pour aller signer des accords politiques avec les autres partis de la mouvance. C'est une action construite ensemble avec les instances du parti. C'est une action mûrie au niveau du bureau politique, au niveau du bureau exécutif national et sur consultation des structures décentralisées du parti. Et donc, vous savez autant que moi que aujourd'hui, la loi électorale montre d'une certaine contrainte, d'un certain goulot d'étranglement levé par les partis politiques qui aspirent à la compétition électorale, oui. Et notamment la question de parrainage, un certain nombre de contraintes. Et donc, lorsque vous mirez, vous savez que par rapport à mes aspirations, ce dont j'ai besoin chez X ou Y, pour me mettre à jour, si je ne veux pas manquer à ce rendez-vous, cela appelle de vous un certain nombre de sacrifices. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que le parti Force Kouroukoun Bénin émergent s'est levé pour dire, bon, on va aller voir X ou Y pour nouer des accords politiques, mais nous voulons participer à la compétition. Nous aspirons diriger le pouvoir d'État et contrôler un certain nombre d'instances au niveau local et au niveau législatif. Et donc, pour pouvoir arriver à cette fin, comme on le dit, c'est la fin qui compte. Et donc, le parti a recommandé à ses dirigeants d'aller nouer ces accords pour lui permettre
de remplir toutes les conditions, de se donner toutes les chances pour faire valider sa candidature pour participer à cette élection. Et donc, c'est ce qui a motivé l'action et c'est ce qui a motivé cette permission que nous avons donnée à Paul Rompé d'aller dans ces accords politiques. Mais alors, on a quand même que c'est un parti de l'opposition avec ses idéaux certainement, et surtout, vous l'aviez précisé tout à l'heure, son projet de société. En quoi est-ce que cela a un lien avec la mouvance que vous combattez en tant que parti de l'opposition? En fait, quand nous signons les accords politiques, ce n'est pas que nous allons fondre nos idéaux, comme vous venez de le dire, dans les idéaux des autres partis politiques. Ben, il se fait que les députés, nous n'avons que 7 maires. Alors, il nous faut 28 parrains pour valider notre duo candidat. Est-ce que vous voyez? Bon, ça nous coûte quoi d'aller chercher les 21 parrains tout en gardant nos idéaux, en préservant nos valeurs à l'interne? Mais les parrains que nous allons chercher nous ne pouvons pas faire parrain pour foutre en l'air nos idéaux, pour foutre en l'air ce que nous défendons comme idéal au niveau du parti. Et donc, cette cohabitation, pour moi, au lieu de la voir comme une cohabitation malsaine, elle devait être vue plutôt comme une cohabitation républicaine, une cohabitation pour permettre à notre pays, dans toute sa diversité, de pouvoir retrouver le bon bout. Même dans notre diversité, on doit pouvoir faire preuve d'unité à un moment donné, faire preuve de consensus, abandonner certaines contraintes, certaines valeurs que nous défendons pour dire, bon voilà, nous ne devons pas faire preuve d'orgueil. Quand nous refusons de signer ces accords, c'est faire preuve d'orgueil politique. C'est ça. Et donc le parti Force Korea, point donné Méjean, a refusé de s'enfermer dans ce carcan orgueilleux pour faire preuve de lucidité, tout en gardant nos valeurs et aller chercher, donc, aller signer ces accords pour pouvoir remplir les conditions pour participer aux élections. Et c'est ce que nous retenons. Le principal parti de l'opposition a fait ses tractations depuis hier matin pour obtenir son ticket du haut. Comment vous voyez ça, vous qui êtes aussi de l'opposition et qui devrez en principe aller vers eux? Pourquoi vous dites ça qu'ils devaient venir vers nous? Pourquoi vous pensez que c'est nous qui devons aller vers eux? Bon, parce que c'est deux partis de l'opposition qui devraient s'entendre en principe. Ah oui, mais justement, nous avons tout le temps tendu la main. On pensait qu'on devait... Ces accords, normalement, on devait les signer avec eux. Comme vous le dites, ben, si vous tendez la main et que la main n'est pas tendue, n'est pas servie, vous êtes obligé de... Comment vous vivez ce qu'ils vivent actuellement, je dois dire, au niveau de la partie? Bon, c'est la réalité. Nous sommes en politique. Le monde est ainsi fait. Nous sommes là, chacun emprunte son couloir pour se mettre à jour. Et nous les encourageons, les autres partis, et ceux bien de la mouvance des autres partis de l'opposition. Nous pensons que l'essentiel, c'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver le consensus nécessaire pour donner à notre pays le dirigeant qu'il faut pour continuer à donner espoir aux Béninois, à leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail. Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Nous observons tout ce qui se passe et nous pensons que le Bénin de nos pères ne va s'attirer. Nous savons toujours trouver les solutions au grand mot. Et c'est ce qui arrivera. Une dernière curiosité, comment voyez-vous le duo de la mouvance? Très bien. Nous n'avons pas. C'est des Béninois qui ont été positionnés là-bas. Et au niveau de la force pour le Bénin émergent, c'est aussi des Béninois qui sont positionnés, que ce soit au niveau des autres partis également. Et donc, nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit. C'est le peuple là qui avisera. Monsieur Komlan Fagbemi, merci beaucoup. Fagbemi plutôt. Fagbemi, pardon, désolé. Monsieur Komlan Fagbemi, merci beaucoup. Ça va. Très bonne journée à vous à Banté. Merci, pareil à vous. Merci. On retourne à Cotonou. Voici les sports.
Candide, bonjour. Nous sommes à la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cela se poursuit, en tout cas ce mardi. Plusieurs rencontres à suivre, dont celui qui va certainement nous retenir et retenir notre attention. Celui qui va opposer le Bénin au Nigeria. C'est l'actualité du moment ici au Bénin et un peu partout dans le monde. Au niveau de tous les Béninois, si c'était une chanson, on allait dire que c'est bien entendu ce qui se chante en chœur par les millions de Béninois. La finale du groupe C qui va déterminer celui qui va sortir de ce groupe et aller représenter le continent au prochain mondial. Nigeria-Bénin, c'est la 4e fois en seulement 2 ans qu'une telle affiche refait surface. Un grand classique à jouer entre le Bénin et le Nigeria. Ça sera donc cet après-midi à partir de 17h. Et en prélude à cette explication, comme vous le voyez sur les images, les Guépards du Bénin ont effectué hier la séance de reconnaissance de pelouse du Godswill Akpabio Stadium d'Uyo du Nigeria. Une séance au cours de laquelle ils ont pris leur repère sur le terrain et procédé au dernier réajustement avant donc le rendez-vous de cet après-midi face aux Super Eagles du Nigeria. Ce matin, nous avons préparé un dossier sur la dernière ligne droite pour Steve Mounier et ses coéquipiers au cours de cette campagne qualificative dont la 10e journée prend fin donc ce mardi. On va suivre. Quelqu'un pour nous couper mi-temps, mais ça il est mieux, ça doit bien mon bi. Quelqu'un pour soutenir mi. Bon, victoire au Nigeria, analysé. Un message émouvant en langue locale pour solliciter le soutien de tous les Béninois maintenant qu'ils sont tout proches d'écrire une page historique dans le livre de la Coupe du Monde avec une possible qualification. Les Guépards ont 90 minutes à jouer face aux Super Eagles du Nigeria et à surtout bien négocier afin d'obtenir leur ticket pour le mondial de 2026. Actuel leader au classement dans le groupe C avec 17 points au compteur. Devant ces deux concurrents aussi en lice pour le billet qualificatif du groupe, le Bénin joue sa dernière carte ce mardi face à son éternel adversaire, le Nigeria. Et nous avons le match le plus difficile, puisque nous allons à Uyo, endroit que je connais assez bien, où il n'est pas facile de gagner. Surtout que les Super Eagles ont encore une chance de se qualifier. Donc là, c'est une finale. Aujourd'hui, c'était une demi-finale, et là, on va jouer la finale. Il faut encore gagner. Et aller au Nigeria en devant gagner, ou au moins faire un match nul, parce que s'il y a un match nul, il y a éventuellement le goal average qui entre en compte. Empocher les 3 points face aux Super Eagles du Nigeria ou à défaut un match nul. Steve Mounier et ses coéquipiers savent ce qu'ils doivent faire pour décrocher la toute première qualification du pays à la phase des groupes de la Coupe du Monde. Dans le Godswill Akpabio Stadium de Uyo, face à un adversaire qui dispose d'un bon nombre d'actes offensifs, les Guépards ont leur méthode. Mais ce qui devra primer surtout reste la collectivité. On va les aborder avec détermination, sérénité, combativité, organisation. Il faut être enthousiaste parce qu'on est premier, mais un enthousiasme mesuré. Il ne faut pas avoir trop d'émotions. Quand tu vas sur le terrain et tu es premier et tu roules les mécaniques, là tu vas te faire punir. Non, on va y aller en toute modestie, se baser sur ce qu'on a fait les 2 derniers matchs. Un duel entre 2 voisins de l'Afrique de l'Ouest qui s'affrontent pour la 4e fois seulement en 2 ans. Sur les 3 dernières confrontations, les 2 équipes comptent chacune une victoire et un match nul. Une finale entre 2 rivaux, mais du côté du Bénin,
Johan Roche et Cécile d'Almeida, 2 pièces maîtresses, sont forfaits, faute de cumul de cartons jaunes, tout comme Ademola Lookman dans le rang des Super Eagles. 90 minutes pour écrire l'histoire et entrer à jamais dans celle du football béninois. Tous les regards sont rivés sur Guénot Tror et ses hommes. Steve Mounier et ses coéquipiers entreront sur le terrain ce mardi avec la responsabilité de rendre fière toute une nation restée longtemps sans grand espoir de sa sélection nationale. Voilà les Guépards en route vers le mondial de 2026. C'est donc l'intitulé de ce dossier du jour, Tanguy. Les Guépards en 90 minutes pour décrocher un possible ticket pour le mondial de 2026. On a quand même un constat qu'il faut faire, c'est qu'on est modeste au sein de l'équipe et qu'on y croit aussi, même si véritablement on n'a jamais été dans cette position. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retenir du message de Tossi Aïrgoum, le dernier buteur des Guépards lors de leur sortie à Kigali. Et j'espère véritablement que le 11 national va pouvoir rester très concentré parce que c'est un match très délicat qui peut se jouer à quelques détails près maintenant. Et donc, il faudra vraiment y aller avec un mind ou un mental qui soit d'acier. Évidemment. Il faut dire que les Guépards, actuel leader du groupe C, avec 17 points au compte top et un goal différentiel de plus 5 devant l'Afrique du Sud et le Nigeria, d'ailleurs le seul pays qui a joué tous ses matchs pratiquement, parce que les Guépards n'ont pas du tout accueilli de match ici à Cotonou tout au long de cette campagne qualificative pour le mondial de 2026. Tout le match était à l'extérieur, même si le match à domicile était justement à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est le seul pays à avoir joué tous ces matchs à l'extérieur et qui est actuellement leader de groupe. Et bien entendu, le Rwanda qui est logé à la 4e position dans ce groupe C. Le Lesotho est avant-dernier et le Zimbabwe bon dernier au classement dans le groupe C. L'objectif du Bénin, c'est bien sûr de finir en beauté et pour le faire, les différents scénarios sont déjà connus déjà à côté de ça, les Guépards n'affrontent pas seulement un adversaire de longue date, ils ont également rendez-vous avec l'histoire où ça fait vraiment mal à plusieurs reprises, avec la sélection nationale. Guénot Tror se prononce donc sur la méthodologie avec laquelle il va falloir y aller. Content bien sûr de revoir des visages connus, des visages sympathiques, mais nous sommes là pour faire un travail. Il nous reste un pas à faire avant cette Coupe du Monde où personne ne nous voyait. Maintenant qu'on est si près, on a envie de le faire. Donc émotion, non. Concentration, oui. Contre ce potentiel offensif du Nigeria, il aurait été intéressant d'être au complet. Mais on ne l'est pas. Mais on a toujours su dans le passé faire en sorte que nous répondions présent. Pas d'euphorie, plutôt la concentration qui devra primer surtout pour ce match, pour cette finale qui attend les Guépards cet après-midi à partir de 17h au Godswill Akpabio Stadium à Uyo, bien entendu au Nigeria. Guénot Tror a un discours unique. Il va falloir pour les Guépards, s'ils veulent jouer un mondial, ça sera bien entendu maintenant qu'il faudra se transcender sur le terrain et aller chercher ce résultat possible. Pourquoi pas une victoire face au Nigeria ou, dans le cas échéant, un match nul et croiser les 3 après pour donc décrocher le ticket pour le rendez-vous mondial de 2026, la prochaine messe du football mondial qui va donc lancer la course à la succession de l'équipe de l'Albi Céleste, pour ne pas dire de la bande à Lionel Scaloni, l'Argentine pour le dit ainsi, qui a été vainqueur de la Coupe du Monde de 2026. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette explication des Guépards du Bénin qui est programmée pour cet après-midi à partir de 17h face aux Super Eagles du Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria actuels donc 3e du groupe C avec 14 points, compte un goal différentiel de plus 3. Il va falloir pour les Super Eagles de battre les Guépards du Bénin et après croiser les 3 pour une possible défaite
des Bafana de l'Afrique du Sud, un miracle qu'il priera justement pour pouvoir obtenir le ticket pour le rendez-vous de 2026. Mais en face, ça sera un Bénin qui est actuel leader du groupe avec 17 points contre un goal différentiel de plus 5 qui voudra bien terminer la campagne sur de bonnes notes et surtout de la plus belle des manières, entrer dans la légende en décrochant cette première historique pour le Bénin, donc de participer, d'avoir le privilège de participer donc au mondial de 2026. Allez, on va à présent passer aux résultats des matchs déjà joués dans le cadre de la 10e et dernière journée de cette campagne qualificative pour le mondial de 2026 au niveau de la zone Afrique. En attendant donc le match du Bénin prévu pour cet après-midi. Plusieurs matchs ont déjà été joués. La Tunisie s'est imposée par un score de 3-0 à son homologue de la Namibie. Le Soudan du Sud et le Togo ont partagé le point au bout d'un score nul et vierge. Un but partout entre l'équipe de la Guinée équatoriale et son homologue du Libéria. L'équipe du Sao Tomé et Principe s'est imposée par un score d'1-0 à son homologue du Malawi. Score nul et vierge entre l'île Maurice et l'équipe de la Libye. Même score entre le Cameroun et l'Angola. Le Lesotho s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe du Zimbabwe et termine donc sa campagne sur une bonne note. Le Cap-Vert qui s'est imposé par 3-0 à l'équipe de l'Eswatini. Et bien entendu, il faut le dire, après donc ces différents résultats, le Cap-Vert après sa victoire 3-0 devant son homologue de l'Eswatini termine donc sa campagne avec, on va dire, une note spectaculaire. Il décroche sa première qualification historique pour la Coupe du Monde. Le Cap-Vert qui avait justement participé pour la première fois à une compétition internationale, on va dire, la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 et qui ont atteint pour leur première l'étape des quarts de finale. Et cette fois-ci, ils terminent leader de leur groupe devant les équipes comme le Cameroun et bien entendu plusieurs autres pays pour décrocher donc le ticket pour le prochain mondial. L'autre pays qui a fini sur une bonne note, c'est l'équipe de la Tunisie qui termine sa campagne éliminatoire pour le mondial de 2026 avec un carton plein, 9 victoires, 1 nul, 22 buts marqués et 0 encaissé par l'équipe de la Tunisie qui décroche son ticket pour l'étape de la phase des groupes donc du mondial de 2026. Tanguy, un mot sur l'équipe de la Tunisie qui fait un carton plein au cours de cette campagne. Oui, c'était une équipe, je l'ai dit hier, en reconstruction depuis le départ de leur capitaine qui est parti dans des conditions très, très émotives. Et je pense que même si on a souvent sous-estimé l'équipe de la Tunisie, c'est quand même une équipe qui a, faut-il le rappeler, sorti un Fagnan Cameroun, un étincelant Cameroun il y a quelques années en phase de 8e de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Et donc que c'est une équipe très défensive qui sait, maîtriser l'adversaire dans tous les compartiments d'ailleurs, mais qui marque curieusement très peu. Je ne sais pas si vous avez fait le constat lors de ces éliminatoires-là. Parfois c'est 1-0, 2-1. En tout cas, le score n'est pas un score flou qu'on peut avoir. Cette fois-ci, ils ont fait un carton plein, 22 buts marqués. Voilà, donc c'est quand même une équipe très joueuse, faut-il le dire. Et on attendra de voir ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Et le Cap-Vert qui décroche sa première historique pour j'ai imaginé les Cap-Verdiens très heureux. Oui. Ils devraient un peu nous attendre, nous aussi, parce qu'autour de 19 ans, nous aussi, on va célébrer notre qualification. Aussi. Évidemment, on croise les doigts pour les Guépards du Bénin. Et en attendant le match des Guépards, on va parler du classement des meilleurs deuxièmes, bien entendu ceux-là qui vont disputer l'étape des barrages du continent avant donc d'aller sur le plan intercontinental. Après les différents matchs joués hier dans le cadre de la 10e journée, on connaît le visage du classement actualisé des meilleurs deuxièmes dans cette campagne éliminatoire qui vont disputer les barrages comme vous le voyez à l'image. Retenez déjà que pour en arriver à ce classement, selon la FIFA, les matchs joués contre les derniers de chaque groupe ne sont pas comptabilisés. Donc,
Il n'y a que 8 matchs pris en compte pour faire le classement des meilleurs deuxièmes. Sur ce classement, on note une modification après donc le nœud du Cameroun face à l'Angola, 0 but partout au cours de la 10e journée déjà déroulée hier. Le Lions indomptables du Cameroun loge à la 2e place grâce à une meilleure différence de but de plus 9 et donc le 15 points au compteur. Le Gabon est en tête avec 16 points plus 6, tandis que le Burkina Faso 15 points plus 6 et le Niger 15 points plus 1 pointent respectivement en 3e et 4e position sur ce classement. Voilà donc le top 4 qui va disputer l'étape des barrages du continent. Et puis après, on aura ensuite la RDC, le Madagascar, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Namibie qui viennent compléter donc le top des meilleurs deuxièmes au classement. La bataille pour les 4 places qualificatives donc au barrage intercontinentaux s'annonce plus intense et que jamais, alors qu'il ne reste que 4 matchs pour boucler cette 10e journée, 10e et dernière journée. On va parler donc des affiches prévues dans le cadre de cette 10e journée ce mardi. Plusieurs rencontres à suivre. Seychelles, Gambie à partir de 14h puis à 17h. On va assister à une panoplie de rencontres. Somalie chez Mozambique, Algérie, Ouganda, Afrique du Sud, Rwanda, Nigeria, Bénin, Guinée et Botswana. Et puis à 20h, plusieurs rencontres. Côte d'Ivoire, Kenya, Gabon, Burundi. Et sur la deuxième partie du tableau, RDC, Soudan, Maroc, Congo et puis Sénégal, Mauritanie. Allez, on va passer à une autre actualité maintenant, Tanguy. Un joueur d'origine brésilienne, Candide, qui va rejoindre en tout cas très prochainement la sélection nationale du Bénin. On devrait dire bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Il a non Felipe Dos Santos, vous allez le voir à l'image, bien entendu. C'est celui-là, au crâne rasé, on va le dire comme ça. Hein, le joueur brésilien d'origine béninoise qui a officiellement obtenu ce lundi son certificat de nationalité béninoise. Ceci grâce au projet des afro-descendants du gouvernement béninois, né le 3 janvier 1997 à Sao Paulo. Felipe Silva Correia dos Santos est un joueur afro-brésilien d'origine béninoise. Il évolue actuellement au Araz Nakhitchevan en Azerbaïdjan où il s'impose comme un ailier percutant et polyvalent. Vous pouvez le voir sur les images, bien entendu, sur les deux côtés. Hein. C'est un joueur qui ne manque pas d'aisance technique, il marque beaucoup et il s'est fait marquer aussi ses coéquipiers. Du haut de ses 1,79 m, Felipe combine vitesse, technique et sens de but, des qualités qui pourraient faire de lui un atout offensif dans le dispositif donc, du sélectionneur Gennaro Rohr qui s'était déjà prononcé sur le joueur et attendait qu'il obtienne officiellement son certificat de nationalité béninoise. C'est désormais chose faite. Tanguy, un mot déjà sur ce joueur. On va regarder l'image à l'écran. Bon, ben, pourquoi pas, je constate quand même que c'est un joueur à forte explosivité. Évidemment. Parce que c'est plein d'énergie là, ça déborde beaucoup. Regardez comment maintenant il met beaucoup d'énergie et ça marque aussi, ce que je constate. Et je crois que ça va apporter en tout cas beaucoup de coups de main à la sélection nationale, surtout sur le flanc gauche qui souffre chez nous depuis un bon bout de temps maintenant. J'espère véritablement que vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, pas mal. Pour une nouvelle venue, 28 ans, beaucoup disent qu'il n'est plus forcément dans la fleur de l'âge, mais c'est un joueur, quand on regarde un peu sa carapace technique, tactique, il a de quoi confirmer, hein, il a de quoi... Il ne viendra pas justement vendre de la moutarde. En tout cas, on espère qu'il va apporter quelque chose à la sélection nationale, d'autant plus que ces images montrent de quoi est-ce qu'il est. Il est capable. Évidemment, vous avez bien fait de dire que ce n'est plus forcément le jeune âge qu'on attend de l'homme. Mais si l'expérience peut être un atout pour appuyer les guépards, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'ailier gauche brésilien, en tout cas d'origine béninoise, a donné son accord pour représenter le Bénin, le pays de ses ancêtres. Un joueur qui évolue en Azerbaïdjan, son actuel club, je l'ai dit, occupe la 2e place au classement du championnat avec 14 points. L'ancien joueur de Paulista au Brésil, Ankara et Mirabor de Slovénie, Shamika Gabala de l'Azerbaïdjan et Apoel Afia de l'Israël est sur le point de boucler ses papiers pour rejoindre donc la tanière des Aguepa. Il pourrait même participer
à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ce sera de décembre 2025 à janvier 2026. On va croiser les doigts justement pour déjà le match des Guépards de cet après-midi. C'est à partir de 17h. Ça, on parle là des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allez, on va changer maintenant de discipline pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. On va parler aviron pour boucler. Le Bénin accueille depuis hier jusqu'au 20 octobre prochain l'édition 2025 du championnat régional d'Afrique de l'Ouest d'aviron classique et d'aviron de plage. La compétition va réunir cette année 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. La compétition se tient cette année à Kodira, à Bopa. Et depuis samedi dernier, les rameurs des différents pays participants ont commencé par rallier Bopa, où se déroulera ce championnat régional d'Afrique de l'Ouest d'aviron classique et d'aviron de plage de 2025. Tout va se dérouler selon un programme qui est déjà connu. Déjà hier, lundi, il y a eu l'arrivée des dernières délégations et surtout l'ouverture du site de la compétition ce mardi. Et demain, mercredi, il y aura les entraînements des différents pays en ce qui concerne l'aviron classique. Et mercredi, il y aura réunion des chefs d'équipe. Puis jeudi, la compétition d'aviron classique va s'ouvrir pour donc le cadre de cette édition qui se tient au Bénin. Vendredi et samedi, on aura les entraînements d'aviron de plage et puis samedi, réunion des chefs d'équipe. S'en suivra le dimanche la compétition d'aviron de plage. Allez, Tanguy, ici on s'arrêtait ici ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, à demain. À demain. Mesdames et messieurs, je rappelle que lors de nos débats tout à l'heure, on va évoquer la situation qui a prévalu d'hier à ce matin au niveau donc du Parti Les Démocrates dans le processus de désignation de son duo pour la présidentielle de 2026, que d'émotions, que de rebondissements, on en parle tout à l'heure, pour finalement accoucher d'un duo. Selon nos informations, Maître Renaud Aboudjo doit faire équipe avec Jude Lodjou pour constituer donc le duo de candidats, sauf dernier changement. En tout cas, on gardera en tête ce ticket-là, autour duquel d'ailleurs on fera nos échanges tout à l'heure. Avant cela, voici la page santé. J'ai de belles femmes sur mon plateau ce matin. Je vais commencer par l'inviter Pamela Dalmeida. Madame Dalmeida, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes initiatrice d'une marche dénommée Rose by Pam. C'est ça, hein? C'est pour cela que vous êtes en rose. Exactement. On est arrivé sur le plateau. Merci. En face de vous, Esther Tofa, qu'on ne présente plus, journaliste à Canal 3 Bénin, Madame Santé sur l'Actu Matin. Madame Santé, bonjour. Bonjour Tanguy. Et puisqu'elle a annoncé les couleurs par son habillement, on parle justement du rose, notamment pour ce mois d'octobre, consacré justement à la lutte contre le cancer du sein. Et ce matin, Esther vous parle de cette initiative engagée par votre invité pour mobiliser les énergies et les attentions autour de ce mal. Exactement. Octobre Rose, ce n'est pas seulement les initiatives officielles, c'est également des gens, des volontaires qui veulent bien accompagner cette lutte, qui veulent accompagner cette sensibilisation contre les cancers féminins, en l'occurrence le cancer de sein. C'est pour cela que nous recevons ce matin Pamela Dalmeida. Elle est initiatrice de la marche Rose by Pam. Mais avant, elle est brand ambassadeur de MAC. Voilà. C'est parti d'une publication, d'un post sur Facebook qui demandait si on se mettait ensemble pour marcher, pour sensibiliser contre le cancer de sein. D'où est partie cette initiative? Déjà, il faut dire que j'ai des gens dans mon entourage qui souffrent du cancer. Et j'ai une amie très proche à moi dont la mère est décédée du cancer. Et j'ai vu toute la souffrance qu'elle a endurée pendant sa maladie. Donc, j'étais là un jour et j'ai dit, mais pourquoi nous n'apportons pas notre soutien à ces personnes-là qui souffrent déjà du cancer, mais surtout apporter l'information, parce que nous ne savons pas vraiment
nous n'avons pas les bonnes informations, donc nous n'avons pas les bons gestes. Et c'est comme ça que j'ai fait ce post pour demander déjà, pour dire, mais pourquoi on n'organiserait pas une marche pour sensibiliser les femmes, les hommes, mais surtout s'informer nous-mêmes sur la maladie. Et pourquoi pas faire un dépistage en fin de marche. C'était juste une petite idée que j'ai écrite sur les réseaux. Et voilà comment est née la marche rose. Alors, en faisant ce post ce jour-là, est-ce que vous espériez un tel engouement autour de l'initiative? Franchement, non. Pas du tout. Je ne m'attendais pas à tout ce qui se passe actuellement. Moi, quand j'ai même fait le post, je crois, 1 heure après, je suis allée dormir tranquillement. Et à mon réveil, je vois 500 partages, 1000 et quelques commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon inbox, il y avait déjà plein de messages. Ah oui, on te soutient, tu vas faire la marche, on te soutient. Donc, d'une idée, je me suis retrouvée à faire toute une organisation. Et voilà, voilà, jusqu'à ce que je sois à la télé. Franchement, je ne m'attendais pas à tout ce qui se passe actuellement. C'est pour la bonne cause. Alors, dites-nous comment va se dérouler cette marche. Quelles sont les activités prévues, l'itinéraire à parcourir et tout? Déjà, la marche sera le 26 octobre. C'est un dimanche. On va commencer à 7h du matin. L'itinéraire, on va commencer au niveau du carrefour de l'Erevan, c'est-à-dire Bioguera, jusqu'à l'Amazone en aller-retour. Et le point de chute, quand on va arriver, on va revenir au carrefour Bioguera. On sera accueilli sur la plage en sécurité, plage juste à côté de Erevan, où va se dérouler le dépistage, les formations, parce qu'il y aura des sages-femmes, des agents de santé, des médecins, pour passer l'information et faire les tests de dépistage à toutes les participantes de la marche, celles qui le désirent, parce qu'on ne peut pas forcer les gens. Et après ça, il y aura des jeux toujours autour de la santé. On va poser des questions pour voir si ce qu'on a quand même dit a été assimilé. Et puis, on va partager des lots gagnants. On va prendre une petite collation et on va faire aussi de la gymnastique parce qu'il y a des coachs de sport qui seront là. Et puis, on va vraiment se défouler, on va transpirer. Et ça fait pas de mal à la santé. Non, du tout pas. C'est un grand bien que ça fait à la santé. Voilà. Alors, qui est invité à participer à cette marche? À part les femmes, bien sûr. Est-ce que les hommes sont invités? Est-ce que ce sont les personnes de tout âge? Dites-nous un peu comment ça va se passer. Bon, j'ai priorisé les adolescents et les personnes adultes parce que ça va être difficile de gérer les plus petits. Ouais. Donc, là, les hommes sont invités parce que c'est aussi leur cause. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie, il y a des hommes qui font le cancer de sein. Les gens pensent que c'est seulement dédié aux femmes, mais non. Ça peut arriver. Donc, franchement, il faut que les hommes aussi viennent soutenir l'initiative, accompagner pourquoi pas leurs femmes, leurs copines, leurs mamans. Et puis, ensemble, on va marcher pour la bonne cause, comme on dit. Actuellement, si vous avez pris le temps d'enregistrer les participants, vous êtes à combien actuellement pour... On n'est pas très loin de 400 personnes. Wow. C'est un grand nombre. Alors, rappelez un peu la date, le point de rassemblement et l'heure pour qu'on puisse clôturer. Le dimanche 26 octobre, le point de rassemblement, c'est le carrefour Erevan, le carrefour Bioguera. À 7h précisément, nous allons démarrer la marche. On va aller jusqu'à l'Amazone et on va revenir au carrefour Bioguera pour finaliser par les dépistages, les informations sur la plage sécurité plage juste à côté du magasin Erevan. Merci beaucoup à vous, Madame Pamela Dalmeda, initiatrice de la marche rose. Pam Tanguy, nous sommes invités à marcher. Vous y allez? Oui, c'est un dimanche, donc je pourrais y être. Votre mari pourrait vous y accompagner. Exactement. C'est pris le rendez-vous. Hein? Vous allez nous faire le point, en tout cas, au lendemain de la marche. On va recevoir votre mari. Il sera votre invité. Il nous dira un peu comment est-ce que la marche s'est bien déroulée. Ouais. En tout cas, Madame Pamela Dalmeda, merci beaucoup d'être passée sur Actu Matin. Vous avez initié Rose by Pam. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, puis après on va suivre le magazine La Journée.
C'est un espace d'environ 1 hectare, un peu comme oublié, ou du moins banalisé quelque part à Glodjibé de la commune d'Abomey-Calavi. Du calme, du vent et des plantes, loin des hommes et du grand bruit de la ville. Un choix fait à dessein. Réellement, si on veut faire de l'agriculture, il faut que vous soyez un peu isolé. Et étant que, si je prends le cas de Cotonou, Calavi maintenant, la vie est vraiment chère là-bas. Pour avoir des terrains, pour pouvoir exercer ces activités, il faut avoir les gros moyens. Nous sommes déjà les premiers qui ont fait déjà de l'assise. On essaie de temps en temps, avec les moyens de bord, d'acheter 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, ainsi de suite. Donc avant que ceux-là vont revenir, on aura déjà le maximum qui peut toutefois nous aider à faire nos activités. Se retirer loin du monde pour exercer sa passion. Fidèle est un grand amoureux des plantes et de la nature et a choisi de faire de ce modeste espace un havre de paix, mais aussi et surtout un refuge pour ses affaires et pour sa passion. Nous produisons au moins 192 espèces forestières et surtout les espèces endogènes. Quand je parle d'espèces endogènes, c'est des espèces qui sont à portée de disparition et que la majorité des gens ignorent aujourd'hui. Nous, notre rôle, c'est de faire un effort pour redonner, pour naître ces espèces que les gens ont dû abandonner et qu'ils font beaucoup de merveilles dans la nature. Nous faisons aussi des fruitiers comme le Syncepalium qu'on appelle, qui fait partie des espèces endogènes, qui est très recherché, appelé en langue fon assistrait. Et c'est un fruit. Et la plante donne un fruit, le fruit est rouge. Et quand tu manges ce fruit, tout ce que tu vas manger dans la journée est sucré. C'est une plante qui est vraiment recherchée, que les gens viennent de temps en temps. Nous produisons au moins chaque saison, nous produisons minimum jusqu'à 20 000 plants, mais on essaie de vendre ça sans difficulté. Fidèle fait de la production d'un peu de tout en matière de fruitiers, comme les orangers, les papayers ou les corosoliers, mais met un accent singulier sur les espèces tropicales en voie de disparition. Un choix guidé par la volonté de contribuer à la sauvegarde d'un patrimoine qui est en abandon. Un choix aux retombées économiques intéressantes. Si je prends mes papayes Maradona, chaque mois, si je lance les productions, on fait sortir au moins 10 000 plants de papayes. Nous vendons l'unité à 500. Un simple calcul. Un simple calcul. Nous vendons l'unité à 500. Et il y a des périodes même où on vend jusqu'à 700 ou 800 un plant de papaye. Ou en un mois, on vend minimum 10 000 plants. La fois passée, il y a de cela à peine 3 semaines, j'ai fait demi-hectare de pastèques, mais j'ai vendu plus de 3 millions. Sur demi-hectare, je vous dis, il faut produire de façon raisonnée, de façon très intelligente. Parce qu'au lieu de vendre mes pastèques à la quarantaine et que les bonnes dames vont dire 20 000, 15 000 à quarantaine, mais je ne vends pas aux quarantaines. J'ai trouvé un monsieur où je vends mes pastèques au kilo. Les gens disent aujourd'hui qu'il y a trop de difficultés, l'agriculture n'est pas rentable. Mais je dis, tiens, non, c'est faux. L'agriculture est bel et bien rentable. Oui, je gagne énormément de l'argent.
oui, je gagne énormément de l'argent pour ne pas dire un chiffre. Ce que je gagne ici, je ne peux pas vous dire, je gagne énormément de l'argent. On essaie de vendre aussi aux consommateurs directs. Parce que quand vous avez eu la chance de vendre aux consommateurs directs, la planche que tu vas vendre à 2 000 aux consommateurs directs, ça te revient minimum 4 000 ou 4 500 francs. Vous voyez un peu la différence. Donc, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui du fait qu'ils n'ont pas un potentiel de clientèle qui peut toutefois acheter leurs produits avec un bon aspect, qui peut toutefois les aider à s'en sortir. Présenter ainsi, cultiver la terre et entreprendre dans le domaine agricole prennent des allures de contes de fées. Mais avant que la magie opère et laisse la terre révéler ses secrets, il faut bien de l'endurance, mais aussi et surtout de la formation et des séries d'échecs dont il est parfois difficile de se relever. Fidèle a encore de douloureux souvenirs qui ont jalonné son parcours de jeune entrepreneur. Il y a un état que j'ai mis, la production du bananier plantain. Avec un bon suivi, j'ai eu de résultats. À l'étape où le bananier est prêt, où je dois commencer la vente, celui qui m'a loué le terrain a dit qu'il a besoin de son terrain. J'ai dit, mais voyons que j'ai fait déjà de l'investissement juste à ce niveau. Il m'a dit, tiens, il ne veut pas entendre ça. Lui, il a besoin de son terrain parce que les résultats sont déjà là. Et il y a un de ses enfants qui a fait aussi le lycée comme moi. Et ce que je faisais, il pensait que c'est facile comme ça. Et s'il m'arrachait le domaine qu'il m'a loué, facilement l'enfant peut continuer à exercer. Donc j'ai tout dit, le monsieur n'a pas voulu comprendre. Et je n'ai même pas vendu. Les premières récoltes, je n'ai même pas vendu et il m'a arraché le domaine. Et voyons comment Dieu sait faire ces choses. Quand il m'a tout récupéré, je vous jure qu'après 4 mois, c'est comme si on est venu mettre de l'herbicide sur chaque plant. Et ça tombe. Lui-même, ce qu'il a poussé, a fait ce qu'il avait fait dans ce temps. C'est qu'il pensait à autre chose, mais la nature a toujours horreur de ces choses. La nature a tourné autrement. La zone dans laquelle nous sommes ici, il n'y a pas de courant. Et j'ai fait une installation solaire qui n'a pas été vraiment facile pour moi parce que c'est de l'investissement. Le forage, le premier forage que j'avais fait, on a commencé à peine quelques temps, c'est gâté. Je suis obligé de reprendre encore parce que notre travail sans l'eau, on ne peut rien faire. D'abord, la première des choses, il faut la patience. On peut mieux te remettre 5 millions aujourd'hui pour une activité. Si tu n'es pas patient, endurant, les 5 millions vont partir en fumée. Qu'est-ce que je voudrais dire? Même avec 10 000 francs, tu peux gagner ta vie. Il faut la persévérance, la détermination. Et il faut que tu sois focus sur ce que tu fais. D'abord, l'agriculture, c'est une passion pour moi. J'ai aimé l'agriculture au point où quand je suis dedans, c'est comme si mon corps
moi-même là, c'est que si je me lève et je ne vais pas au champ ou je ne suis pas avec mes plans là, c'est comme si j'ai la folie, quoi. Mon papa, c'est un agriculteur et que je le remercie au passage. Le premier salaire que moi j'ai gagné dans ma vie, c'est 15 000 francs. Sur les fermes sur lesquelles j'ai eu travaillé, c'était à 15 000. On m'a ramené à 20 000 francs. Et malgré ce maigre salaire, je fais un bon job dans ces entreprises-là. Pour tenir sa ferme, Fidèle sollicite le concours de 13 agents en permanence et s'appuie sur la collaboration d'une trentaine de femmes. Si les premiers sont des techniciens de la chose, les secondes viennent pour des travaux plus pratiques et routiniers. Quand vous avez le terreau, les sachets, la semence maintenant, la présence des bonnes dames est importante parce que c'est eux qui viennent. Ils font le tamis. Dans le terreau, il y a un peu de débris. Eux, ils viennent pour trier. Et quand ils font le tamis maintenant, ils enlèvent des déchets de bons sables. Et ces déchets sont mis de côté. Et c'est les bons sables que nous, on prend. Et si nous prenons ça, on essaie de traiter d'abord. Si nous prenons les corosoriers, les nonis, les papayers, les céibas, les tecs et autres, on essaie de les mettre dans des petits pots. Pourquoi on les met dans des petits pots? Parce que leurs cycles ne sont pas trop longs. Maintenant, comparativement aux bananiers, on ne peut pas mettre les bananiers dans des petits pots comme ça. Parce que si vous les mettez dans des petits pots, quand la racine commence par se développer, ça ne peut pas trouver de bon espace pour mieux grandir. Donc, vu du coup, on essaie d'utiliser les sachets moyens. Si je prends le cas des corosoriers, de petite taille comme ça, nous vendons à 500. Mais il y a des clients, quand eux ils viennent voir le truc, la plante déjà en production ou en floraison, ils sont prêts à acheter. Donc c'est de là, j'ai réfléchi autrement et j'ai dit, si c'est ça, ce qu'on produit à 500, arrivé à l'étape de production, on a la flexibilité de vendre 10 000, 15 000. Mais pourquoi ne pas opter pour cette production? C'est de là l'idée d'utiliser les bidons, mais arriver. Parce que pour attendre jusqu'à ce temps, pour avoir les fruits pour ces cultures, ça prend un peu de temps. Avec une dizaine d'années d'expérience, une formation depuis le collège et un réseau de distribution progressivement mis en place, Fidèle fait son petit bonhomme de chemin d'entrepreneur agricole, mais aussi et surtout de consultant. Son rêve, s'imposer comme une référence au-delà du Bénin dans les 10 prochaines années.
288e jour de l'année, bonjour. Nous honorons Sainte Thérèse d'Avila et Aurélie dans votre rubrique de jour. Nous revenons sur les faits marquants du 15 octobre à travers le monde. 15 octobre 2019, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale, le Bénin célèbre le rôle essentiel des femmes en milieu rural. Des cérémonies et expositions sont organisées pour remettre en valeur leur contribution à la sécurité alimentaire, à l'agriculture et au développement local. L'événement permet également de promouvoir l'accès des femmes à la terre, au financement et aux ressources agricoles et de sensibiliser le public à l'importance de leur rôle dans le développement économique et social du pays. 15 octobre 2020, à l'occasion de la journée, le Bénin célèbre la 13e édition de la Journée mondiale du lavage des mains à l'eau et au savon. L'événement est utilisé pour sensibiliser la population aux gestes barrières en pleine pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, rappelle l'importance de l'hygiène des mains pour tous, soulignant que le lavage régulier des mains est essentiel pour limiter la propagation du virus. 15 octobre 1987, le président de Burkina Faso, Thomas Sankara, est tué lors d'un coup d'État mené par son ancien ami et camarade d'armes, Blaise Compaoré. Cet événement met fin à la période de la première révolution burkinabé, marquée par des réformes sociales et économiques profondes. Le 15 octobre 2011, environ 400 combattants maliens, anciens membres de l'armée de Kadhafi en Libye, sont rentrés au Mali à bord de 78 véhicules via la frontière nigérienne. Parmi eux, on comptait des Touaregs issus de différentes tribus, certains étant officiers comme le colonel Mohamed Bachir. Leur retour a suscité des inquiétudes pour la sécurité dans le nord du pays, car certains ont rejoint le mouvement national de libération de l'Azawad, tandis que d'autres ont été intégrés dans l'armée malienne. Le 15 octobre 2023, le Soudan entrait dans son 6e mois de conflit, opposant les forces armées et les forces de soutien rapide. La guerre a déjà fait plus de 5000 morts et déplacé plus de 5,7 millions de personnes. La capitale Khartoum et le Darfour sont particulièrement touchés, tandis que l'ONU qualifie la situation de pire crise humanitaire au monde. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble,
Combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos, ok. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Nous sommes de retour en plateau. Les dernières nouvelles affichent un duo de candidats au nom du Parti Les Démocrates et constitué d'un certain Renaud Agbodjo et Lutte Lodjou. De nouveaux noms qu'on n'avait pas vu venir. Franck, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais avant d'arriver justement à cette étape, que de tractation, que de retournement de situation, que de rebondissement, Franck, vous avez pu dormir? J'ai dormi, mais j'ai eu un sommeil saccadé, tout simplement parce que je voulais avoir l'information, partager ça avec les lecteurs et téléspectateurs. Je suivais, le sommeil m'emportait. C'est comme l'a dit un ami qui échangeait avec moi au creux de la nuit. Il dit, mais les démocrates m'ont enlevé mon sommeil ce lundi soir. Bon, c'est ce qui s'est passé. Parce que tout au long de la journée, cette actualité nous a tenus en haleine. On va sortir un nom, on va sortir 2 noms. À un moment où, tout le monde se demandait, est-ce qu'ils vont y parvenir? Est-ce qu'ils vont choisir finalement le duo qui va représenter le parti à l'élection présidentielle de 2026? C'est tardivement, très tardivement que cela est tombé. Je pense que si on doit s'en tenir, on le disait hier, certains disaient, ils ont leur agenda, d'autres disaient qu'ils prennent le temps, qu'il y a des difficultés. Mais ce que nous avons vécu hier, cela a montré qu'il y a eu assez d'émulation au sein du parti. Il y a eu assez de tractation, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de conciliabules et finalement, c'est ce qui est sorti. Ce n'est pas mauvais, c'est comme, disons, résultat, parce qu'au sein d'un parti politique, c'est ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que les gens s'expriment, que les idées s'entrechoquent, que les confrontations soient faites et que ce qui va en sortir soit quand même si ce n'est pas accepté de l'ensemble des militants ou des responsables du parti, que cela puisse quand même permettre au parti de pouvoir participer à l'échéance qui est déjà devant nous. Et puis ils sont pressés par le temps, ils ont bien fait de choisir, quoique tardivement dans la nuit. Faut-il le dire, ils ont été, ma foi, très embêtés par une seule chose, un seul fait, l'attitude du député Soudjinou qui a réclamé sa fiche de parrainage. On n'avait pas vu venir aussi cette âme. Oui, et bien avant cet épisode, Tanguy, en tout cas, la nuit a été très longue. Et comme le disent les Ivoiriens,
c'est l'arrivée qui compte. Alors, ce qui s'est passé au petit matin de ce mardi est la preuve de ce que nous sommes loin des questions de stratégie, nous sommes loin des questions de ce que le parti voulait garder son timing, voulait contrôler véritablement son agenda. Il y avait véritablement un malaise à s'entendre autour d'un choix. Ce qui a fait que nous avons vécu depuis, je dirais, plusieurs semaines ces remontadas, tantôt une date, tantôt une autre date et tout ça. Donc, tout s'est joué sans doute au petit matin de ce mardi, parce que même le nom du vice-président qui n'était apparu nulle part, parce que quand bien même on lançait, on agitait quelques noms, personne n'aurait cru justement que le duo allait être constitué justement de Jude Lodjou. On entendait un peu plus de Agbodjo, Éric Rondeté et bien d'autres. Donc, il y a des blocs qui se sont constitués et qui avaient un discours assez ferme, un camp, tout sauf Éric Rondeté, un autre camp, justement, qui travaillait pour un autre candidat. Alors, on sait que dans le milieu, c'est assez... comme on dit, c'est assez normal qu'il y ait autant de tractations autour d'un choix, parce que, une fois encore, ce n'est pas comme si le parti avait déjà inscrit ces deux noms quelque part et attendait justement qu'une heure sonne pour les faire sortir, justement. Donc, jusqu'à ce que même ce conseil ne soit convoqué pour la date d'hier, et finalement, c'est aujourd'hui le conseil s'est tenu parce que c'est au petit matin qu'ils se sont réunis, aucun nom n'avait été encore choisi. Et vous avez évoqué cet épisode qui est venu encore tout chambouler et qui continue encore par peut-être créer encore un précédent dans l'esprit des partisans et sympathisants du parti les démocrates, parce que il y a une action en justice, on ne sait pas encore véritablement à quoi cela retourne, qu'est-ce que ça va créer comme incidence dans la suite des événements. On ne sait pas. Mais on aurait appris que voilà, nous avons un député qui porte fait et cause pour Éric Rondeté. Et pour lui, si le choix n'est pas porté sur Éric Rondeté, son parrainage n'ira nulle part. Voilà, parce qu'il estime que s'il est député ou si il y a 28 députés aujourd'hui au Parlement, c'est grâce à Éric Rondeté. Bon. Au regard de la loi, quelle est la pertinence de cette entreprise du député, Franck? Oui, c'est la question que beaucoup se sont posées hier lorsque on a eu l'information, parce que au demeurant, on nous a dit que c'est les partis qui sont devenus plus forts maintenant que les individus. Et donc, dans ce contexte-là, que lui décide de prendre son parrainage et de claquer la porte et de retirer sa fiche, je pense que il y a encore des explications qu'on doit pouvoir donner. Si vous ne lisez pas, on vous dira qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et donc si vous ne lisez pas, qu'on vous interprète la loi, est-ce qu'il est en droit de retirer à ce moment précis-là, alors qu'il avait remis à un certain Yahi, qu'il a mis sous scellé, on nous a dit, et donc au dernier moment, qu'on le retire comme ça, je ne sais pas si c'est... Mais si le tribunal a pu trancher pour dire qu'il a la possibilité de le faire, qu'on lui donne raison, ça veut dire que la loi le permet. Et donc, c'est l'effet que cela va produire plutôt qui, moi, m'intéresse, parce que ça donne lieu à rebattre toutes les cartes. Là, maintenant, si éventuellement il obtient sa fiche de parrainage, ça veut dire qu'on n'a plus les 28 dans la caisse de Boni Yahi. Ça veut dire que ça fait un parrainage de moins, et ça va faire 27, et ça met en difficulté ce parti et le reste du processus, les étapes qui doivent être franchies après la publication des noms des duos. Dans tous les cas, nous sommes en politique, et on sait qu'en politique, tout est possible. Comment est-ce que le parti va gérer ça? Comment est-ce que ça va être appréhendé et circonscrit pour que ça ne crée pas des dommages? Parce que ça n'empêche pas surtout le parti d'évoluer. On verra bien au cours de cette journée. Mais j'ai l'impression, puisque Eric a parlé tout à l'heure d'un bloc qui ne veut pas de Rondeté, un bloc qui dit Rondeté ou rien, et même troisième bloc qui tournerait autour de Boni Yahi lui-même. Dans tous les cas, je me demande si ce n'est pas l'ouverture de la boîte de Pandore par ce député-là. On verra si au cours de la journée, d'autres députés ne s'aligneront pas derrière ce qu'il a fait. J'ai bien l'impression que ça pourrait bien arriver. Eric?
Non, je pense que la question est très importante parce que dans l'esprit, en tout cas de tout le monde, aujourd'hui, ce sont les formations politiques qui sont dépositaires des parrainages. Parce que si la chose avait été possible, je pense que Basile Arrossi serait déjà le premier justement à disposer son droit de parrainage, puisque au moins lui il a confessé son amour pour le candidat de la mouvance, et parce qu'il savait que même en confessant justement son amour pour le candidat de la mouvance, qu'on le veuille ou non, son parrainage irait du côté de sa formation politique, et ce qui a été fait. Mais après, c'est au moins l'imbroglio que cela crée, que cela met tous les acteurs politiques, en tout cas de cette formation politique, en état d'alerte, justement. Et aussi, enfin, moi j'ai vu, c'est pas, à moins qu'on nous apporte la démonstration de ce que nous avons une justice qui est, je dirais, si active, parce que je ne sais pas à quel moment la justice a été saisie, à quel moment les acteurs ont été écoutés, à quel moment une telle décision véritablement est tombée. Je pense que pour l'heure, on était tellement concentré sur le choix qui sera fait que ce dossier, il y a encore des questions justement à se poser afin de voir à quoi cela retourne véritablement. Maintenant, si à la lecture de ce que nous avons lu comme élément de décision, ça veut dire que le parti, la justice oblige le parti à restituer ce parrainage à ce député. Alors, si on lui restitue son parrainage, il va l'utiliser comment ? Comment il peut le faire? Parce que il peut pas l'utiliser pour un autre candidat. On va poser la question à la justice. Il peut pas l'utiliser. Qui a trouvé une formule, oui. Il peut pas l'utiliser pour un autre candidat de toutes les façons, parce que c'est conditionné au fait qu'il y ait au moins des accords de gouvernance ou des accords parlementaires pour que notre formation politique puisse accorder ses droits de parrainage à un autre candidat, un peu comme il se peut que ça soit le cas entre l'UP, le BR et la force Curie. C'est le parti qui prend la fiche. Un peu comme nous avons vu avec le BR, l'UPR et puis la force Curie pour un Bénin émergent. Donc cet aspect de la chose reste encore assez confus, mais c'est quand même ce qui peut motiver justement un élu de cette formation politique à agir comme ça. Et je pense que c'est déjà le sentiment de mécontentement, d'une frustration de comment le choix a été fait. Parce qu'à l'arrivée, on se pose aussi la question, pour un Renaud Agbojo, dont on ne lui connaît pas un grand parcours politique au niveau de cette formation politique, comment il a pu damer le pion à un Éric Rondeté, à un Kamel Ouassangari, à un Kitty Nathanaël, à tous ces noms qui sont quand même connus comme étant des ténors de cette formation politique. Donc, est-ce que nous avons affaire à un poids lourd derrière cette candidature qui a une capacité véritablement à peser dans ce choix? Il se peut que ça soit le cas. En tout cas, on verra comment ça va évoluer. L'affaire de parrainage ne date pas d'aujourd'hui, et je me rappelle que ce qui a contraint à la révision du code électoral afin de mettre les fiches de parrainage sous l'autorité du parti, c'est quand même la situation d'un certain Soui, faut-il le rappeler, qui avait décidé publiquement d'accorder son parrainage à l'autre candidat, et pour anticiper justement sur cette déperdition, je dois dire, de documents, le code électoral a été révisé dans ce sens. Bon, on ne sait pas s'il faut aller réviser encore pour réajuster. De toute façon, on aura vu beaucoup de choses. Hein. L'exemple de Soui est une jurisprudence assez éloquente, parce que justement Soui voulait disposer son droit de parrainage en 2021. On le lui a refusé pour un candidat, justement. Il me semble que le tribunal dans ce temps n'a pas été servi, donc n'a pas pu se prononcer. Alors maintenant, on a les deux profils en attendant que cela soit validé, ou en attendant qu'il y ait des invalidations ou autres. On a Maître Renaud Agbojo et Jude Lodjou. Vous les avez vu venir, Franck? J'avoue que non. Surtout le colistier, je ne l'ai pas vu venir parce que comme moi j'ai... Il a disparu des radars. Oui, il a disparu. Récemment, il était sur nos plateaux ici et je lui ai dit, mais honorable, comment est-ce que ça se passe dans le pays et tout. Il dit qu'il est là, qu'il fait son combat politique, qu'il fait son chemin tout doucement. Et je pense que sur le profil de la personne, moi je pense que c'est Jude Lodjou, c'est un député que moi j'ai connu encore quand j'étais encore à Paraco.
c'est un politique de bonne facture. Comment est-ce qu'on est arrivé à le dénicher pour trouver l'entente, pour essayer il a déposé ses dossiers comme tout le Oui, monde. il a déposé ses dossiers, mais au départ, bon, il n'y avait pas trop de projecteurs sur lui. Ceux qui étaient en vue pour occuper le poste de président ou de vice-président ou de colistier, moi, je ne l'ai pas vu du tout venir. Je pense que dans les tractations et pour lever les barrières qui se sont posées à eux au cours de la nuit, on a pu checker, on s'est dit, mais écoutez, il y a quand même un pion qui est là, qui peut faire l'affaire. Je pense qu'il y a de ces gens-là dans les partis politiques, même dans toute organisation humaine, qui, à des moments donnés, font un peu le consensus et qui peuvent sauver les meubles. Je pense que c'est le cas. Mais ça peut être, disons, une carte de Boni Yayi qu'il avait cachée et qu'il a sorti au dernier moment pour essayer de concilier l'Odjou là. On a toujours présenté Boni Yayi comme très rancunier, ce qui expliquerait même qu'il se soit opposé à la candidature de cet Éric Ondete, en oubliant justement que Monsieur l'Odjou est quand même un complice de cet Éric Ondete, notamment à l'Assemblée nationale dont il a fait le parti et qu'il a fait le militantisme. Oui, c'est vrai, l'Odjou était très critique lorsqu'il était encore au Parlement à l'époque, mais je pense que le fait qu'il a rejoint le parti, peut-être qu'il a eu le temps de gérer ses... De s'excuser auprès de Boni Yayi. Alors, on est en train de décortiquer, enfin, on est en train d'analyser le profil de ceux qui ont été choisis par le parti, les démocrates, du côté Renaud Agbodjo, qui est avocat, mettons, du parti à la limite. Et puis Jude Lodjou qui avait disparu des radars. Analyse. Je commence d'abord par Jude Lodjou qui a disparu des radars comme vous le dites, mais il n'a véritablement pas disparu des radars parce qu'il est toujours resté membre actif du Parti Les Démocrates, même s'il n'était pas toujours devant de la scène. Et qu'on le veuille ou non, il incarne quand même un pont avec l'ancienne politique, parce que, qu'il vous souvienne, il fut député de 2005 à 2011, 5e législature, et sous la bannière de Force Clé, justement. Force Clé. Et il était... Tenu par c'était Lazare Serpiltor et Éric Ondete dans le temps. Il incarne aussi, justement, je dirais, la témérité dans la politique, parce qu'il fut un membre important des signataires de ceux qui ont demandé à ce que l'ancien président de la République, Boni Yayi, soit traduit devant la justice dans l'affaire ICC. Donc, qu'on le veuille ou non, on sent que voilà quelqu'un qui est assez téméraire dans la politique, qui sait ce qu'il veut, même si aujourd'hui il est du côté du Parti des démocrates, on sent qu'il est vraiment un actif de la politique. Quand on prend Maître Agbodjo, pardon, on voit en lui, bien qu'on voit la jeunesse, au-delà de la jeunesse, on voit un homme, un avocat engagé, un avocat qui défend, qui combat plutôt un système. Parce que pendant longtemps, on l'a vu aux côtés de plusieurs personnalités, les défendre justement en estimant que les dossiers qui étaient en instance n'étaient pas des dossiers purement juridiques, mais des dossiers juridico-politiques. Donc, a priori, il estime que le système doit être réformé, le système judiciaire doit être réformé. Donc, quand vous voyez ce duo, c'est comme si on est en train de présenter une sorte d'image de combat générationnel, parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont tous jeunes, mais axé beaucoup plus sur la refonte d'un système. Donc, a priori, c'est des gens qui vont rallier à leur cause ceux qui estiment que le système actuel n'est pas approprié, le système actuel n'est pas assez adéquat pour le Bénin, et en même temps ça résout un problème qui est en train de se poser au sein des démocrates, c'est-à-dire le problème du parrainage, la question du parrainage qui a suscité beaucoup de débats et dont vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure. Non, moi je prends le choix de Jude Lodjou comme un choix pour contenter le camp de Éric Ondete ou Éric Ondete lui-même. Comme quoi, ils n'auront pas perdu, en tout cas, sur toute la ligne. Voilà. Donc, parce que, n'oublions pas 2021, où l'homme était déjà pressenti, en 2021, Jude Lodjou, et même avec Éric Ondete, avant que la carte Ricat Madougou ne soit agitée. J'ai bien le sentiment qu'en 2025, on est en train de revivre un peu le même scénario,
où cette fois-ci c'est Éric Rondeté qui était présenté, en tout cas qui a mené une bataille terrible toute la nuit d'hier, mais nous sommes passés à autre chose. Donc je vois Jude Lodjou comme en tout cas ce choix où dans ce discours tout sauf Éric Rondeté, on a quand même pu identifier dans le lot de ceux qui portaient fait et cause pour Éric Rondeté pour que ce choix soit véritablement fait. Mais quand on a fini de faire ces choix, est-ce que ça règle en profondeur les frustrations qu'on a pu véritablement créer justement en faisant ce choix? Parce que maintenant que le choix est fait, il faut pouvoir compter sur chaque élément de cette formation politique à accompagner véritablement ce duo. Mais nous sommes en politique et quand un choix est fait, cela défavorise un grand nombre de personnes. Ce n'est pas la mouvance qui nous dira le contraire. Hein. Donc, ainsi va la vie en politique. Chers messieurs, merci beaucoup. Il est 8h52 par ici. Je souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les échos de l'investiture du duo Wada Intalata continuent de nous parvenir à travers les colonnes des publications comme le Leader du jour qui pointe que depuis Parakou, la cité des Koubourou, le samedi 4 octobre 2025, Romuald Wada y après son investiture par les partis de la mouvance présidentielle comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026, aux côtés de Mariam Tchabi-Talata, a livré une première déclaration publique d'une rare intensité symbolique. Devant une foule galvanisée et un parterre de personnalités politiques, le ministre d'État Bonjour à toutes, bonjour à tous. Décryptage Info affiche que Wada Intalata est le premier duo enregistré à la Commission électorale nationale autonome pour le compte de la présidentielle de 2026. Cela sous une forte mobilisation du Parti Bloc républicain. Fraternité d'indiquer que le duo Wada Intalata reçoit son récépissé provisoire. Les choses vont bon train dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2026, le lundi 13 octobre, devant le siège de la Commission électorale nationale autonome, une foule immense s'est regroupée le long des artères, menant à l'institution pour accompagner le duo Romuald Wada et Mariam Talata, venu déposer officiellement son dossier de candidature à la présidentielle de 2026. À quelques heures du délai de dépôt des dossiers à la Sénat, c'est la seule soumission de dossiers enregistrés, constate le journal. Dans une ambiance rythmée, des chants et de drapeaux relate la boussole. La majorité au pouvoir a marqué un moment fort, le passage officiel à la phase électorale. La nation note que plusieurs membres du gouvernement, dont Adidja Toumatis, ministre du Travail et de la Fonction publique, Véronique Toinfode, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Benjamin Humpati, ministre de la Santé, Yvon Detchenou, ministre de la Justice, était aux côtés du duo candidat. Pendant ce temps, pointe matin libre, chez les démocrates, le consensus vole en éclats. Le matinal parle de coups de tonnerre au parti d'opposition, les démocrates. Le député Michel Sodinou a, par exploit d'huissier de justice, demandé au président de sa formation politique, Yahi Boni, de lui restituer son formulaire de parrainage qui lui a été arraché aussitôt le retrait effectué à la Commission électorale nationale autonome. Une décision qui vient tout compliquer pour le parti Les Démocrates qui ne disposerait plus du nombre requis de parrains pour constituer le dossier de candidature de son duo à la présidentielle d'avril 2026. La nation estime que c'est un revers juridique qui fragilise sérieusement les ambitions présidentielles du parti Les Démocrates. Le tribunal de Cotonou a ordonné au président du parti de restituer le formulaire de parrainage du député Michel François Sodinou.
Une décision qui compromet la désignation du duo candidat et plonge la principale formation d'opposition dans une crise interne à quelques mois de la présidentielle, alors que le compte à rebours est lancé pour la présidentielle de 2026. Cette décision tombe comme un coup de massue sur la dynamique du parti. Elle remet en cause la stratégie du parti, fragilise son unité interne et jette une ombre sur sa capacité à présenter un duo crédible dans les délais impartis. Dans son billet du jour, Fraternité fait observer qu'à quelques heures de la clôture par la Sénat de l'enregistrement des candidatures pour l'élection présidentielle, la fumée qui s'échappe de la démocrate cheminée est noire et plus épaisse que jamais. Si le parti Les Démocrates était un club de milliardaires, même cachés, ça se saurait. Non, interroge laconiquement le journal d'un seul mot. Et c'est complètement ce matin que les démocrates désignent leur duo, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou. Dans la suite, le matinal informe que le vendredi 10 octobre 2025, les équipes du ministère de l'économie et des finances ont organisé une cérémonie de présentation du programme Gouvernance Plus et de ses premiers résultats dans une salle comble réunissant hauts responsables de l'administration publique, partenaires techniques et financiers, chefs d'entreprise et acteurs de la société civile. Le message était clair, la gouvernance économique de qualité au service des citoyens et des entreprises n'est plus une promesse, c'est une réalité. Et puis les guépards, à 90 minutes d'écrire l'histoire, rappellent avec insistance Fraternité qui pointe que le Bénin joue ce mardi le match le plus important de son histoire. À Ouyo, face au Nigeria, les guépards ont rendez-vous avec le destin. Une victoire et le pays se qualifiera pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Dans un groupe C relevé où personne ne les attendait à ce niveau, les hommes de guerre Notre-Or ont réussi à déjouer tous les pronostics. Longtemps considérés comme outsiders derrière les géants africains que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud, les guépards ont grimpé les échelons match après match au point de s'installer seuls en tête du groupe avec 17 points. Le journal de conclure qu'à Ouyo, les guépards joueront bien plus qu'un match. Ils joueront pour l'éternité. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.